des assemblées ou des choses comme ça, sur qu'est-ce que va devenir le mouvement des Gilets jaunes, comment on s'organise. Mais par contre, qu'on se rencontre et qu'on puisse échanger, nous, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit depuis des mois. Donc on a demandé à une bonne copine à nous, dont on sait que voilà, elle sait faire ça, elle le fait bien, et on est bien quand elle le fait. C'est Aline Paillet, d'animer le débat. Merci. Et ben, du coup, je vais lui passer tout de suite le micro pour ces 2 heures de discussion, d'échange, de rencontre entre nous. Et voilà, je vais te laisser expliquer un peu le comment. Merci. Bon, ben, ravi d'être là. Et avec les Gilets jaunes, bon, j'ai pas mis le mien, mais... Nous, on s'est retrouvés à collecter pas mal de photos qui étaient prises d'autres Gilets jaunes. Bon, on s'est rendu compte que tous, on était un peu en admiration devant cette créativité qu'il y avait là, tous les messages à la fois individuels, et en même temps poétiques, et en même temps politiques et historiques, finalement, qu'on trouvait là. Et on s'est dit que ce serait très sympa d'en faire quelque chose, puisque tout le monde, en fait, prenait des photos. Du coup, il y a un site internet qui a été créé, par acte, donc plein.org. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait en faire des feuilles. Ces feuilles jaunes que vous voyez là, par exemple, juste derrière Aline Paillet sur la table. Et on vend ça à prix libre, sachant que l'argent qu'on en retire, les bénéfices qu'on en retire, vont directement pour des blessés des manifestations qui ont subi les violences policières. Donc voilà, on travaille. Le train de nuit de France qui reste jusqu'à la Tour de Carole, chez les Catalans, on fait une annonce avec les cheminots, on va envahir l'AG de SMDEA parce que c'est la gestion de l'eau en Ariège qui va doubler le prix du mètre cube, etc. Donc il y a des actions avec les gens qui sont en prison, puisqu'on a une prison, ma foi, hélas. On fait des soirées de soutien pour les blessés, etc. Donc plutôt, on est plus dans des... Voilà. Et du coup, on se retrouve avec les syndicats, parce que les syndicats, ils luttent, que ce soit les cheminots ou les hospitaliers, ou je ne sais pas. Voilà. Donc, est-ce que vous avez ce type de... Oui, tout à fait. Enfin, alors, je voulais quand même te dire une chose qui me paraît importante en ce moment, c'est que certains d'entre nous sont fatigués, très fatigués. Genre, moi, depuis le 17 novembre, je suis en route, le 27, je ne sais plus. Enfin, bref. Et on a notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Parce qu'on est en train de s'user. On fait plein de choses. Ça ne veut pas dire pourtant qu'on ne fait pas plein de choses. Mais on a une tendance à la division interne qui me fait peur. Je vous le dis comme je le pense. Ce qu'on a réussi à construire au niveau justement, j'en parlais tout à l'heure, des rencontres et des choses vraiment extraordinaires que j'ai pu vivre, moi par exemple. Cette fraternité qu'on a réussi à construire, ça au moins ils ne pouvaient pas nous la piquer. Et quelque part, on est en train d'y mettre des coups. Alors je voudrais alerter les Gilets jaunes, leur dire faites très très attention. La division, c'est vraiment pas la solution. On est très très divers, on est très différents. C'est une richesse. Il faut vraiment qu'on comprenne que nos différences sont des richesses et ne sont pas des choses qui doivent nous opposer. On doit travailler sur l'essentiel. N'oublions pas que ceux qu'on a en face de nous passent leur temps, parce que c'est une de leurs armes favorites, à diviser les travailleurs. À diviser, et la division, c'est notre perte. Excusez-moi. C'est donner raison à nos grands là-haut qui disent, bon, ça y est, on est en train de les gagner sur l'usure, ils se divisent, c'est ce qu'on veut. Et vraiment, faut vraiment, je vis ça très fort en ce moment. Et je crois que ce que Didier avait commencé à dire, que cette différence est capitale parce qu'elle fait notre richesse et que vraiment il y a... Je crois qu'on a appris déjà énormément depuis novembre, mais ce qu'on est en train d'apprendre aussi, c'est à vivre ensemble et que quelque part, on est à un moment où, comment dire, la bienveillance est devenue une exigence entre nous, quelque part. Alors, un soir à minuit, pour voir un peu qui c'était ces Gilets jaunes, ils étaient une dizaine à se réunir, et là, c'était vraiment une aventure humaine et politique la plus enrichissante que j'ai jamais vécue. Moi, mon parcours, j'ai jamais milité dans une structure politique, association, syndicat, quoi que ce soit, mais j'ai une culture politique, on va dire, qu'on qualifiera de gauche.
j'étais à Nuit debout, et quelque chose qui m'embêtait beaucoup, c'était l'entre-soi de gauche, justement, qui avait à Nuit debout. Et alors, si vous n'êtes jamais allé sur un rond-point, si vous n'avez jamais discuté avec des gilets jaunes, c'est une vraie bouffée d'oxygène, en fait, de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément du même bord politique. La seule question, en effet, c'est le respect ou la bienveillance, quoi, quelle que soit la manière de l'appeler. Mais voilà, discuter, en fait, en écoutant, sans arriver avec son bagage politique, en disant « ouais, lutte des classes, dictature du prolétariat » ou quoi que ce soit, d'idéologie qu'on pourrait avoir, en fait, écouter les gens, écouter leur vécu. Voilà, moi j'ai rencontré un tourneur-fraiseur, un camionneur, il y avait des monarchistes, et pourquoi pas, enfin, discuter avec ces gens-là, mais pourquoi pas, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi ils sont monarchistes, parce qu'ils aiment bien. S'ils trouvent le bon monarque éclairé, en fait, ils peuvent passer leur week-end à autre chose qu'à délibérer en assemblée, ce qui est quand même assez éprouvant, il faut le reconnaître. Et bref, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, moi c'était le début de cette aventure politique. J'ai participé pas mal aux assemblées générales à Grenoble. Et un petit truc que je voulais dire, c'est que en fait, je pense qu'il y a eu un peu de vague chez les Gilets jaunes. Les gens qui sont vraiment dans la misère et qui galéraient, qui sont descendus dans la rue parce qu'ils se faisaient impacter sur leur budget, en fait, sur leurs moyens de vivre, et qui pour moi, en fait, au début, je la regardais un peu avec condescendance, mais je pense que c'est peut-être le plus beau, je sais pas, mais le moyen le plus logique de rentrer en politique, en fait, c'est quand on s'en concerne nous. Et donc ces gens-là, ils n'étaient pas forcément très politisés, en tout cas au début. Et je pense que début janvier, il y a eu une deuxième vague, c'est très schématique ce que je vous dis là, mais des gens qui avaient participé à Nuit debout, qui étaient dans des structures associatives, syndicales, des militants de terrain en fait notamment, qui une fois qu'ils se sont rendus compte que c'était pas des beaufs fascistes qui se réunissaient pour tout casser, pour s'en prendre aux immigrés, ont fini par rejoindre aussi le mouvement, qui ont amené aussi leur culture Nuit debout, qui a fait du bien aussi pour la structuration du mouvement. Et donc voilà, et donc ça a pris, alors nous à Grenoble on a eu pas mal d'embrouilles, je vais vous passer les détails, on lave son linge sale en famille comme on dit, et dans la famille grenobloise il y a beaucoup de linge sale, enfin il y a eu pas mal d'embrouilles, mais ce qu'on a fait, ce que je peux vous raconter un peu de Grenoble, c'est d'essayer d'organiser un festival qui a eu pour l'instant 3 dates, donc la troisième c'était la prise de la Bastille avec le gilet jaune que vous voyez derrière qui a été déployé le 14 juillet, puisqu'on a la Bastille à Grenoble, vous savez, là, il y a un fort en fait au-dessus de la ville. Donc le festival Gilets jaunes, c'était un festival à but d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on voulait amener des questions politiques, de société, en fait, amener les gens à réfléchir. C'était depuis le 1er mai. Donc le 1er mai, il y a eu une grosse manif à laquelle les Gilets jaunes ont participé en masse. Ils ont pris la tête du cortège sans trop demander leur avis au syndicat, ce qui leur a pas trop plu d'ailleurs. Et donc on a fait la manif classique, à la fin on est parti un peu en manif sauvage, parce que c'est quand même les Gilets jaunes, quoi. On n'a pas trop respecté les règles. Finalement on s'est tous retrouvés au jardin de ville, là il y a eu les prises de parole syndicales soporifiques habituelles. Désolé pour... Mais, de mon point de vue c'était très long, mais bref. Et nous on a voulu prendre la parole en tant que, voilà, en tant que gens qui battaient le pavé depuis X mois, ouais, c'est plein déjà. Et là, il y a eu un refus des syndicats, ils disaient ouais, mais il y a aussi d'autres associations qui pourraient prendre la parole. On pensait qu'on avait une légitimité pour être sur le terrain depuis tellement de temps. Puis pour nous, les Gilets jaunes, en fait, c'est la lutte dans le milieu du travail, c'est des questions écologiques. À l'Assemblée des Assemblées, ça a été pas mal discuté. Enfin, de mon point de vue, c'est un peu, ça pourrait être vu un peu comme une interlutte, en fait, les Gilets jaunes. On se pose toutes les questions de société qui nous concernent et qui concernent les rapports de domination au sein de la société. Je suis en train de m'égarer. Peut-être tu peux donner la parole à tes copines. En fait, on a prévu de... Je peux juste finir là-dessus. Donc, Festival Gilets jaunes, il y a eu un acte le 1er mai. Il y a eu un deuxième acte le 19 mai, et donc la prise de la Bastille. Et le petit truc que je devais rajouter, c'est que le 1er mai, en fait, on est reparti en manif sauvage après les prises de parole. Et là, en fait, on était 150 à déambuler tranquillement, on discutait. Et on s'est pris lacrymo, alors sans sommation audible en tout cas. Moi qui étais plutôt proche des forces de l'ordre, je ne les ai pas entendu prévenir. Et en fait, ils ont fini par faire refluer tout le monde vers le jardin de ville. Et là, il y a eu des coups de matraque. Il y a eu une dame d'une cinquantaine d'années qui s'est fait le crâne en deux. Il y a eu une dizaine d'interpellés qui avaient rien fait de plus que le reste des gens. Et il y a des gens qui passent en procès le 16 septembre à Grenoble pour participation ou organisation même pour une personne à une manifestation illégale. Et donc, c'était ça que je voulais rajouter, on s'est aussi structuré, enfin, un collectif s'est structuré au niveau de Grenoble, collectif anti-répression, il y en a dans pas mal de villes maintenant, avec des avocats qui nous aident, avec des membres de plusieurs groupes militants qui participent aussi. On va essayer de faire une grosse semaine de mobilisation avant les procès comme on est en septembre. Voilà. Ok, merci. Alors peut-être...
Moi, je m'appelle Marion, je suis aussi de Grenoble, et je voulais... bon, Flo, il a déjà dit pas mal de trucs, on va pas squatter la parole des Grenoblois, mais moi, il y a deux points sur lesquels j'aurais voulu intervenir. C'est la question de la démocratie horizontale dans les Gilets jaunes, et la question de la convergence des luttes et de l'avenir du mouvement. Pour moi, les Gilets jaunes, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de constater la mise en œuvre d'une politique réelle et d'une prise de conscience politique réelle dans nos assemblées générales, c'est-à-dire qu'on s'est réapproprié l'espace public, se réapproprier les ronds-points qui sont quand même des lieux les plus pourris possibles. Le rond-point, il n'y a rien de plus moche. On s'est quand même réapproprié des ronds-points, on s'est réapproprié des lieux de vie pour faire de la politique au sens noble, parce que politique, ça peut avoir deux sens. Le sens politicien, manger des homards avec de rugis, et le sens noble, grec, la police, c'est-à-dire la cité, utiliser notre capacité de discernement, de discussion, de politique ensemble, et c'est ce qu'on fait dans les Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'on est parfois pas du même milieu social, pas avec les mêmes choix politiques, mais ce qu'on a pu expérimenter, c'est que par l'usage de notre capacité à délibérer, à s'écouter, à échanger, on est quand même d'accord sur 99% des choses. Quand on voit par exemple l'appel de Commercy, qui a été pour moi un appel fabuleux, qui a levé toutes les ambiguïtés qui étaient sciemment véhiculées par les médias sur le fait qu'on était sexiste, homophobe, raciste, antisémite, terroriste et j'en passe, on se rend compte que non, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est un mouvement vraiment politique pour une justice sociale, fiscale, écologique. Et ça, on a pu vraiment l'éprouver dans nos assemblées générales. Donc voilà. Ce qui me paraît important aussi dans les assemblées générales qu'on fait et dans les luttes du mouvement, c'est à Grenoble, il y a un vrai refus de la représentation politique. D'abord, dans notre propre mouvement, on ne veut pas de chef. C'est aussi pour ça que ça a clashé entre nous, parce qu'on n'avait pas envie qu'il y ait des petits cheffaillons qui s'arrogent le pouvoir. Et qu'un autre monde est possible, c'est sûr, parce que cet autre monde-là, on l'a déjà créé en fait, dans nos assemblées générales, où on n'a pas de chef, où quand on a des porte-paroles qui sont soumis aux décisions populaires, aux décisions de l'Assemblée générale, ils sont révocables. Donc il y a vraiment déjà en germe une autre société, une société plus belle, plus juste, plus fraternelle, existence d'une démocratie réelle et d'une démocratie populaire. C'est super, parce que ça montre que la politique, ça ne se réduit pas comme on voudrait nous le faire croire à voter une fois tous les 5 ans, mettre un bulletin dans l'urne. Non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est ce qu'on fait dans nos assemblées générales, dans nos ronds-points, et la société qu'on veut créer, qu'on appelle de nos voeux, elle est déjà là. Donc ceux qui ne seraient pas encore Gilets jaunes, je vous invite vraiment à nous rejoindre pour continuer, pour amener votre participation qui sera nécessairement enrichissante à notre mouvement. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est la question de la convergence des luttes. Parce que bien sûr que le mouvement, il s'est un petit peu essoufflé. Ça fait quand même maintenant 11 mois. Non, je dis des conneries. 8 mois. Ça fait 8 mois, c'est vrai qu'on est fatigué, qu'il y a de la répression. Et se pose la question de qu'est-ce qu'on fait en septembre, parce qu'en septembre, eux, ils vont continuer à taper fort là-haut, le gouvernement des riches et des puissants, notamment avec la question de la réforme des retraites, où on va tous en prendre plein la gueule. Donc il faut se poser aussi la question de la convergence des luttes, de ce qu'on fait. Alors c'est vrai qu'avec les directions syndicales, c'est compliqué. Les directions syndicales, elles ne voient pas ça d'un très bon œil, un mouvement horizontal. Les partis politiques, ils ne voient pas ça d'un très bon œil parce qu'ils sont habitués à leur mode de fonctionnement, à leur structuration qui est une structuration verticale, et nous, on fonctionne de manière horizontale. Donc c'est compliqué. En même temps, on a besoin des syndiqués. Nous, on fait la différence entre l'appareil syndical et les syndiqués. Les syndiqués, ils viennent, ils nous aident. On a fait des tas d'actions communes à Grenoble, notamment contre la privatisation des barrages, qui ont été des vrais succès. Et maintenant, la question, c'est, à partir du mois de septembre, comment on continue tout ça ensemble dans les luttes. Alors nous, on a beaucoup soutenu, les Gilets jaunes ont beaucoup soutenu la lutte des profs, la lutte des infirmiers, des urgentistes. On a traditionnellement occupé des péages évidemment, mais aussi un parking qui était payant, qui coûtait 35 € la journée pour aller voir les enfants malades. Nous, on levait le parking, les Gilets jaunes de Grenoble ont levé le parking pour que le parking soit gratuit. Donc il y a des choses à faire ensemble, et
Et ce mouvement, il n'est pas terminé, il va prendre d'autres formes, c'est certain. À la rentrée, je pense qu'il faut qu'on continue à occuper les ronds-points et qu'on continue à porter le gilet, mais qu'on soit ensemble pour les luttes à venir et pour que ces luttes soient victorieuses. Voilà, je vais essayer de... Forcément, ça va être redondant avec ce qui a déjà été dit, parce que je pense que quand même si des fois on a des difficultés à se coordonner entre nous, il y a quand même des choses qui se passent un petit peu partout, qui sont similaires. Je vais essayer de faire un bref historique de ce qui s'est passé à Alès. Alès, c'est effectivement une ville minière, donc avec beaucoup de chômage, beaucoup de retraités, anciens militants, voilà, mais qui a perdu de sa ferveur de militantisme. Voilà, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Exploiter Énervé, et qui est un collectif qui a décidé depuis 10 ans de se charger des patrons, des proprios véreux, enfin des choses comme ça, en groupe, parce qu'on pense que le rapport de force est quand même beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus probant que quand on est tout seul face à la CAF, face à Pôle emploi, enfin des choses comme ça. Voilà, donc juste pour remettre dans le contexte, moi je faisais partie donc d'un milieu militant, on a milité pour le travail, pour les sans-papiers, enfin plein de choses. Je suis moi-même à la CGT Spectacle. Et voilà, donc j'ai l'habitude de militer. J'ai fait comme la plupart des militants, quand on a entendu l'appel des Gilets jaunes, on s'est dit, ouh là là, c'est quoi ce truc, c'est des fachos, c'est du poujadisme, c'est... Donc on s'est interrogé entre nous, et puis on s'est dit, bah, de toute façon, dans le collectif, chacun fait ce qu'il veut, donc il y en a qui y sont allés, et il y en a qui n'ont pas voulu y aller. C'est ça que je voulais souligner, c'est qu'on est encore dans un moment où il y a quand même beaucoup de gens qui sont militants dans l'âme, qui se disent libertaires, anarchistes, anticapitalistes, communistes ou je ne sais quoi, syndicalistes, et qui ont encore peur de ce mouvement. Et je pense que c'est un tort, parce que tous les préjugés, effectivement, pour moi, ont été mis à mal avec l'appel de Commercy, parce que ça représente vraiment ce que sont les Gilets jaunes. Alors après, il y a vraiment des exceptions, c'est sûr, on ne peut pas faire des généralités, mais les Gilets jaunes, ça représente la population française dans son ensemble. Nous, à Alès, on a 40% de gens qui votent Front National, enfin, Rassemblement National, donc forcément, dans les Gilets jaunes, il y a des extrémistes. Alors je voudrais poser une question là-dessus, parce que nous on a le truc en arrière, c'est-à-dire que, ok, moi je peux dire comme toi, d'ailleurs quand la première fois que j'ai vu l'appel de Commercy, j'ai dit mais il y a des copains zapatistes là-dedans. Pas, c'est génial, d'un bout à l'autre. En revanche, dans nos AG, on n'arrive pas à avoir le débat tous ensemble sur l'appel de Commercy, et si on envoie des délégués, c'est sans l'aval de l'AG qui ne veut pas voter. Donc je trouve, excuse-moi, hein, parce qu'on a cette discussion, que d'assimiler tous les Gilets jaunes à l'appel de Commercy, ça ne va pas, parce que c'est pas honnête par rapport à la base, comme on dit, qu'on est transversal, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, et chez nous c'est les plus nombreux, je le regrette, mais l'honnêteté fait que je suis obligée de le dire, et qu'on travaille là-dessus, tous ensemble. Moi, je n'oserais pas dire, les Gilets jaunes, c'est l'appel de Commercy. C'est pour ça. Alors, moi, j'aimerais que vous le disiez aussi au fur et à mesure dans vos c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai compris. Oui, mais parce que je me suis peut-être mal exprimée. Mais dans l'appel de Commercy, on a retrouvé des choses. Je vais d'ailleurs parler historiquement comment ça s'est passé chez nous à Alès, parce que nous, on a un peu plus avancé par rapport à ça. Mais en tout cas, les premières choses sur lesquelles on est tombé d'accord, c'était pas de racisme, pas de sexisme et pas d'homophobie au sein des assemblées des Gilets jaunes. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, quand même, transperce dans toutes les assemblées. Et donc, nous, à Alès, on a commencé par... alors, on a tout de suite été... Alors, il y avait voilà, les ronds-points ont été pris tout de suite. Ça a très bien marché. Dans les premières réunions, il y avait 500 à 600 personnes. Donc, c'était un bordel monstrueux. En plus, on est dans le sud. Donc, ça y va. Ça gueule dans tous les sens. Donc, bon, bref. Mais ça faisait plaisir de voir autant d'effervescence. Sauf que, évidemment, tout était dit n'importe quoi, mais c'était pas grave. Et... Le problème qu'on a eu, c'est qu'on est une poignée d'activistes, entre guillemets, connus sur Alès, parce que c'est une petite ville, et les RG, enfin les RT, bon, sont venus et ont dit aux gens qui avaient un petit peu
d'aura parmi les gens qui s'exprimaient, des Gilets jaunes qui, eux, n'étaient pas militants à la base, leur ont dit, voilà, c'est des anarchistes, c'est des gens, méfiez-vous d'eux, ils veulent récupérer le mouvement. Bon, soit. Sauf que pendant 2 mois, ça a bien fait son chemin. Et comme on était quand même plusieurs, enfin je vais parler de moi d'ailleurs, je faisais partie de ceux qui sont allés sur les ronds-points, qui sont allés, j'ai pas forcément passé les nuits, mais enfin il y avait des camarades qui étaient le jour et nuit. Et en fait, effectivement, on était dans la discussion et on arrivait à parler de plein de choses, de capitalisme, de racisme, parce qu'il y avait des camions polonais qui voulaient être... voilà, il y avait le problème des camions polonais, machin, enfin, bref, tous ces sujets-là ont été abordés. Et après... Je m'appelle Saïd, donc comme on vient de dire, je suis dans Mantes-la-Jolie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. On a un camp à Buchelet. Ça fait quelques mois qu'on tient, parce qu'on était à une ville à côté, bon, on s'est fait dégager. Là, on a repris un camp donc, à Buchelet. Bon, vous connaissez la répression, la justice, ils essayent de travailler au corps, ils essayent de dégager. À ce camp-là, on est environ une centaine de personnes actives. On essaye de rester nuit et jour et d'échanger avec les autres groupes aux alentours, notamment la Normandie. Après, on essaie de faire des manifestations ailleurs, comme à Marseille, Évreux, Rouen, Toulouse, Lyon. On essaie d'être partout, d'échanger avec tous les gilets jaunes. On a instauré, entre guillemets, un RIC entre nous pour prendre des décisions, pour faire des opérations, parce qu'on fait beaucoup d'opérations, beaucoup de points, tout ça, et on respecte vraiment la vie de chacun, la vie des personnes, ceux qui veulent vraiment des trucs coup de poing, de force, ceux qui veulent rester dans le pacifisme. Voilà, chacun a son avis, chacun a envie de faire ce qui lui plaît, on essaie de s'organiser et procéder par vote. Et donc, pour parler de mon cas, moi je me suis retrouvé en tant que gilet jaune. C'est vrai qu'auparavant, j'étais complètement apolitique. Je m'en foutais complètement de parler politique, ça ne m'intéresse pas, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Au bout d'un moment, je me suis dit, si je ne m'intéresse pas à la politique, elle s'intéresse à mon cas, elle s'intéresse à notre cas. Et voilà, et c'est là que j'ai pris conscience des choses. Et ce que je voulais dire également, c'est j'étais par hasard à la première manifestation du 17 novembre. Parce que moi, au début, voilà, parce que faut dire ce qui est, on vit dans une société individualiste. Il n'y a pas d'altruisme, où chacun pour soi, notamment à Paris. Vous n'avez qu'à venir dans les gares, tout le monde est comme des zombies sur son téléphone, on ne peut même pas échanger entre nous. Et moi, je suis devenu comme ces personnes-là. Je ne me rendais pas compte. Parce qu'au début, quand un ami m'a dit « Ouais, il y a une manifestation gilet jaune, c'est le prix du gasoil, tout ça », je disais « Mais je m'en fous, moi, j'ai même pas le permis. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du prix du gasoil, sincèrement ?» Au final, j'ai été, et quand j'ai vu la répression policière qu'il y avait à ce moment-là, je me suis dit, merde, là il y a quelque chose. Là il y a quelque chose. Parce que moi, de base, je voulais emmerder le pouvoir et Macron dans son palais. Vu qu'il nous emmerde, je dis, je vais l'emmerder. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre conscience des choses, à échanger avec les gens, à apprendre. Parce qu'à la base, j'ai fait des manifestations syndicales. Moi, j'ai rien contre le syndicat, je suis moi-même syndicat issu de Rail, mais les manifestations saucisses merguez, c'est pas intéressant, tout le monde marche, à la fin, allez, salut, au revoir, bisous, salam, non, c'est pas intéressant. Ouais. Et ce que je voulais parler aussi, c'est, voilà, j'ai fait la garde à vue, des lois totalement arbitraires, voilà, parce que j'étais en street midi, qu'on m'a arrêté avec un masque à gaz, on m'a dit, t'as pas le droit. Voilà, c'était masque à gaz, mais quand je suis arrivé devant le procureur en comparaison immédiate, qu'est-ce qu'on m'a reproché? Attroupements ont vu de commettre des dégradations et des violences. C'est une loi qui est totalement arbitraire. Ce que je disais, ont vu. Je dis, vous êtes dans Minorité Agricole, ça se passe comment? Vous êtes dans ma tête, vous savez ce que je prévois à l'avenir. C'est hallucinant. J'ai été également au TGI, Tribunal de grande instance de Paris, qui se trouve à Clichy, et c'est là qu'on parle très rarement, c'est la répression judiciaire. C'est énorme. Il y a des personnes qui n'ont rien fait, qui se sont fait arrêter, les vices de procédure sont énormes, mais malgré ça, les personnes sont condamnées. C'est hallucinant. Et voilà, moi j'essaie à mon niveau de dénoncer ça. J'ai écrit quelques articles pour Révolution Permanente, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Arnaud. Et nous, notre groupe, chaque lundi, on est devant le tribunal afin d'assister les personnes qui sont de GAV. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui n'ont pas de famille, qui se trouvent seules, qui viennent d'autres villes, voilà, de les assister. Et de leur apporter notre soutien au tribunal. Et malgré ça, ils ne nous laissent pas entrer, ils nous bloquent l'entrée. Et voilà, c'est devenu n'importe quoi.
Et juste un mot pour finir. Donc j'ai envie de dire que la France n'est plus le pays des droits de l'homme, c'est juste le pays des déclarations. Ça fait du bien, de se retrouver. Ce que je voulais dire, moi, au niveau du mouvement des Gilets jaunes, c'est un grand coup de pied au cul qui est arrivé le 17 novembre. Ça a fait du bien, ça a bousculé les habitudes. Tout à l'heure a été dit le mot convergence des luttes. Ça fait des années qu'on entend convergence des luttes dans nos organisations. Là, c'était une occasion. Pour moi, c'était, et j'espère que c'est encore une occasion de convergence des luttes, le mouvement des Gilets jaunes. Même si j'ai beaucoup de bémols, à Toulouse, il y a énormément de manifs, il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, le vendredi soir, il y avait des marches pour le climat, énormément de marches pour le climat, mais le vendredi soir. Et les profs manifestaient le samedi matin et les Gilets jaunes le samedi après-midi. Donc j'étais très attristé de voir cette situation, même si le vendredi on disait aux gens, venez le samedi après-midi avec les Gilets jaunes, c'est là que ça se passe. Et samedi matin, quand on allait voir les enseignants, venez samedi après-midi avec les Gilets jaunes, il y en a quelques-uns qui venaient, mais ce qu'il faudrait, moi ce que je veux, c'est la massification. Parce qu'il y a des Gilets jaunes qui sont sur les ronds-points. Et c'est pas les mêmes que ceux qui vont sur les manifs, parce que forcément les manifs, et plus particulièrement à Toulouse, qui est un laboratoire de répression, et je voudrais rendre hommage aux copains de l'Observatoire des violences policières qui ont fait un excellent boulot à Toulouse, qui depuis les lois travail observent les comportements de la BAC, parce que les CRS, les gardes mobiles, on va dire, ils font leur job, mais s'il faut tirer, ils tireront. Par contre, la BAC, c'est des voyous. Ce qui se passe actuellement en France, il y a plus de 3000 gilets jaunes qui sont soit en prison, soit en condamnation. C'est du jamais vu sur toutes ces 50 dernières années. La répression policière et judiciaire, elle est montée d'un cran et ça bouge pas. Ça bouge pas dans l'opinion publique. Et moi, j'ai un regret, c'est que les classes moyennes supérieures, elles ne bougent pas. Actuellement, les gens qui se font casser la gueule, c'est les précaires, c'est les gens de la ruralité. Quand on regarde les gilets jaunes, moi je suis allé sur les ronds-points, il y en a près de chez moi à Haute-Rive, à Muret, à Carbone, et ben c'est des gens qui ont cru au système, c'est des gens qui sont maintenus. C'était soit des paysans, soit des petits commerçants, des artisans. On leur a dit, travaillez plus pour gagner plus. Et puis arrive un moment, on nous prend pour des cons. Ils sont descendus sur les ronds-points et ils se font massacrer. Ils se font gazer et ça bouge pas dans l'opinion. Donc j'ai énormément de regrets que ça bouge pas parmi cette classe moyenne, que ça bouge pas au niveau... Les enseignants, ils font leur lutte, c'est bien. Les stylos rouges, c'est bien. Les marches pour le climat, c'est bien. Mais on n'arrive pas à fédérer tout ça. Tant qu'on n'arrivera pas avec 200 ou 300 000 dans la rue. Hier, il y avait encore une manif à Toulouse. Ils tiennent le coup, les gilets jaunes. Et nous, justement, ça fait tellement peur, les manifs. Franchement, quand vous faites gazer tous les samedis, on a essayé de créer une chorale. Ça s'appelle les choraleurs des gilets jaunes à Toulouse, qui permet d'agréger des gens qui sont seuls et de venir chanter, parce que pendant 2 ou 3 heures ça se passe bien, et à 16h30 quand l'hélico arrive, ça gaze. Et donc, ce que je pourrais dire au niveau de Macron, au moins, Macron, on peut lui rendre grâce, il a démocratisé le gazage pour tous. Parce qu'avant, c'était réservé aux gens qui étaient dans les banlieues, qui étaient dans les quartiers, on n'en avait rien à cirer, ils se faisaient gazer. Après, c'était les gilets jaunes. Et puis maintenant, c'est les enseignants qui sont gazés. Et là, récemment, les militants d'Extinction Rebellion, ils se sont fait gazer, ils se sont fait gazer comme tout le monde. Alors ça a fait des flancs, ça a fait du flanc, oui, ils se font gazer, mais c'est le quotidien de tous les gens qui vont actuellement s'opposer à la politique de Macron. Voilà, je vais rapidement, pas témoigner, parce que ce mouvement, moi, ça me fait vachement de bien, ça porte. Il y a le mouvement de Nuit debout. Et puis je suis correspondant du journal Fakir sur Toulouse, avec Cheveux du Soleil. On a été faire des projections sur les ronds-points. À Villeneuve-sur-Lot, ils avaient construit un super amphithéâtre. On a été faire une projection le vendredi. Un arc de triomphe. On y a été le vendredi, 15 jours après, ça n'a pas empêché qu'il soit démoli. Il y a 2 jours, ils ont cramé une cabane à Carcassonne. Enfin voilà, c'est cette répression. Il y a un épuisement, c'est sûr. Et on espère qu'à la rentrée, un nouveau mouvement, je ne sais pas, peut-être autre chose que les gilets jaunes, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais pour moi, personnellement, ça m'a fait énormément de bien, le 17 novembre, d'aller voir sur le rond-point ce qui se passait, parce qu'en tant que militant syndical, on m'avait dit, fais attention, il y avait 1000 personnes à Muret, c'est du délire, des gens que j'avais jamais vus. Et puis, j'étais obligé d'abandonner la France, je suis allé rejoindre ma femme qui était partie en formation à 10 000, 15 000 km, j'ai terminé les gilets jaunes. Et en fait, elle était en formation à La Réunion. Et à La Réunion, les gilets jaunes, ça a boosté à mort. Je veux dire, donc c'est vrai qu'on a passé des vacances les gilets jaunes, et c'était bien. Moi, ce qui est important, c'est de pouvoir discuter avec énormément de gens, de gens qui n'étaient pas politisés, qui vont se politiser, mais que du coup Macron a hyper radicalisé. J'espère qu'un jour ou l'autre,
on va finir par gagner. Et comme dit Fakir, à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Bon, pour continuer un peu à propos de ce qui se passe à Toulouse et aussi dans les environs, alors ça va être les Pyrénées, mais plutôt le sud-ouest de Toulouse. Donc Poussin, c'est la Nemeza, vous ne connaissez pas. Donc, de toute façon, si, ah, bon, peut-être, voilà. Donc il y a deux ronds-points là qui tiennent encore le coup. Ce sont des irréductibles, ils se sont. J'ai été en visite là, c'est pour ça que je dis ils. Ils se sont structurés de manière y compris matérielle. Alors c'est un peu l'embryon de ce que raconte le copain qui vient de parler. Il y a tout ce qu'il faut, les sanitaires, voilà, le coin de restauration, le bar un peu. Alors le bar qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et de régulations quand même. Il paraît qu'il y a eu des décisions qui ont été prises sur on consomme quoi, qui est amené par qui, dans quelle quantité, à quelle vitesse et à quelle fréquence. Il y a eu besoin de mettre un peu de normes là-dedans. Voilà. Bref, en tout cas, ils tiennent le coup, eux aussi fatigués, mais comme si plus rien d'autre n'était possible pour eux. C'est ça que j'ai trouvé assez clair. Bien, voilà. Pour une trentaine sur chacun des ronds-points dont je viens de parler. Il y en a d'autres autour de Toulouse, évidemment. Il y a aussi un hangar qui a été squatté au nord de Toulouse et qui s'est évidemment appelé la Maison du Peuple. Ça ne va pas être simple parce qu'il y a déjà des menaces policières, d'évacuation, etc., etc. Apparemment, ça tient encore le coup, mais il y a beaucoup d'inquiétudes à propos de ce truc-là. Voilà pour l'histoire. Alors, maintenant... Oui, Tournefeuille qui fait des... Voilà, sans arrêt en train de tous parler de ce qui se passe. Il y a un rond-point à Tournefeuille. Tous les mercredis soirs, ils font 2 fois de débat. De débat, d'apport d'informations et de connaissances. Ça, c'est la partie, on voit bien, éducation populaire. Il y a des relations avec le cinéma Utopia qui est à côté. Bref, il y a plein de choses qui se passent et qui continuent, qui se maintiennent et qui durent. À propos des manifs, petite rectification, il y a eu une manif, ça n'a pas été 16h30, ça a été 13h30. Voilà, et là, Nassage, et bon, vous savez, vous connaissez la musique, les violences policières, etc. Ouais, oui, c'est ça. Alors, maintenant, le sujet qui fâche à Toulouse, c'est à propos de la structuration du mouvement. Il y a du clivage sur comment on se réunit en assemblée. Est-ce qu'on fait des assemblées générales avec une préparation de l'ordre du jour, avec un ordre du jour fixé à l'avance, approuvé certes à l'AG, etc., etc. Assemblée qui décide d'un certain nombre de choses, d'orientation, mais aussi d'organisation, d'opérations éventuellement à mener, etc., etc. Le modèle assemblée générale qu'on va appeler décisionnel ou décisoire. Et puis, il y a aussi les tenants d'autres choses qui sont appelées les assemblées citoyennes et qui, elles, ont plutôt pour vocation de rassembler les gens qui se reconnaissent dans le mouvement, qui ont envie de parler, qui ont envie de dire ce qu'il faudrait que ça devienne, qui ont envie de, finalement, eux aussi, participer à quelque chose de la décision. Entre ces deux, il y a conflit. Et pour le moment, le conflit n'arrive pas à se résoudre. Et ce qui revient régulièrement dans les origines ou les causes de ce conflit, c'est les égos. Voilà. Donc je vous livre ça comme un état... Il n'y a pas que ça qui se passe, vous l'avez bien compris, j'ai raconté d'autres choses avant, et puis bon, on est suffisamment rigolard aussi pour prendre de la distance avec tout ça, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas que ça qui se passe, mais il y a aussi ça qui se passe, et je ne sais pas, moi, quelles vont être les perspectives par rapport à ça. Est-ce que ça va se cliver, se diviser, les rancœurs vont être tenaces, est-ce qu'on va arriver à dépasser le truc, comme on dit, par le haut, c'est toujours par le haut qu'on dépasse les choses, jamais par le bas, j'ai jamais compris pourquoi. Voilà, donc je livre ça si on a voilà, peut-être un petit point de discussion là-dessus, parce qu'il me semble que c'est quand même quelque chose qui est un peu, comment dire ça, qui traînaille, quoi. Les histoires d'ego, qui prennent les décisions. Est-ce qu'il n'y a que les égos, ou est-ce qu'il y a quand même, entre les deux assemblées, parce qu'on a ça aussi en Ariège, et quand même, sur le fond, parfois, des divergences entre les deux assemblées. Ouais. Bon,
vous avez compris que, alors moi je ne suis pas mandaté du tout, et j'ai participé à l'animation de, on va dire, une série de 3 AG, pas dans la même position à chaque fois d'ailleurs, et puis ça s'est arrêté là, après les manifs régulièrement, évidemment, mais pas au point. Ça aussi c'est un problème, à mon avis. Alors, bon, je donne mon avis. Ce qui se passe dans les métropoles, Marseille, alors pour moi métropole c'est quoi? C'est Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, peut-être dans le nord, Nîmes, je sais pas comment ça se... C'est Lille, pardon. Lille, pas Nîmes. Ah, mais pourtant Nîmes c'est déjà un peu dans le Toulouse. Bon, sérieusement, ce qui se passe dans les métropoles, à mon avis, c'est pas la même chose que ce qui se passe dans les zones entre guillemets rurales où on a des villes moyennes de 50 000, 60 000, 80 000 habitants. C'est pas la même chose et ça pose des problèmes particuliers. Et notamment des problèmes de qui dit quoi et qui a raison de dire ce qu'il dit. Donc celui qui a la bonne parole, quoi, comme on dit. Alors mon avis à moi, c'est qu'effectivement, il y a des options différentes sur ce qui est prioritaire. Il y en a qui disent ce qui est prioritaire, c'est de se structurer de manière la plus démocratique possible. Donc, évidemment, ça produit des espèces de dispositifs vachement sophistiqués. On appelle Nuit debout. Hein. Peut-être. Et d'ailleurs, c'est souvent tenu par des gens qui... voilà. Mais ça regroupe aussi des gens qui ont envie que des choses se décident, se centralisent, pour qu'on frappe tous au même endroit, au même moment. Voilà. D'un autre côté, il y a ceux qui disent « Mais non, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas ça. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un maximum de monde qui prend la parole, un maximum de monde qui donne son avis, un maximum de monde, du coup, qui apprend. Parce que ça vous dit des choses, tout ça. Voilà. Et alors, il y a cette différence d'appréciation, de fond. Voilà. Le problème, c'est qu'elle est aussi portée par des gens qui... il y a un peu le combat des chefs, vous savez, avoir un crucifix là, sur son bouclier, voilà. Donc c'est mélangé, c'est mon avis, mais de loin, et voilà, psychométrique. Okay. Allez, alors, bon courage à tous, on ne lâche rien. Voilà, de toute façon, quand même. Une marche de 346 km pour la défense de la précarité des handicapés. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on était dans la mort sociale, que ça n'a rien donné du tout. Et grâce aux Gilets jaunes de Clermont-Ferrand, on est retrouvé dans la vie sociale. C'est-à-dire en faisant des manifs, tout ça. Et le 21 juin, j'ai fait une grève de la faim de 29 jours pour la défense de la précarité des handicapés. Merci. Alex, je suis de Rouen, moi j'étais gilet jaune dès le 17 novembre. Le 17 novembre, on avait 11 ronds-points d'occupés sur l'agglomération, il était complètement vide. Et puis on a eu 5 ronds-points contenus jusqu'au début janvier. Donc 2 principaux, le mien, celui où j'étais, donc qui s'appelle le rond-point de la Motte, et celui qui tient encore aujourd'hui, qui s'appelle le rond-point des Vaches. Sur lesquels il y avait des vaches, mais qui ont disparu depuis. Rond-point sur lequel il y a toujours un arrêté préfectoral pour interdire tout campement, etc. On avait trouvé un moyen de faire le campement un peu plus loin, donc ils ont étendu le périmètre de l'arrêté pour nous empêcher même d'avoir nos palettes, etc. Et puis le centre-ville qui est toujours interdit, à tel point que quand il y a eu l'armada, c'est-à-dire un rassemblement de bateaux et de vieux gréements, etc., là au mois de juin à Rouen, même les touristes n'avaient pas le droit de se pointer en t-shirt jaune. Donc les quelques camarades y ont été avec des chapeaux jaunes, et puis évidemment les cyclistes touristes lambda qui passaient avec un gilet jaune normal, il y en a qui ont pris des PV, ils ne savaient pas que c'était interdit. Non, mais c'est pour dire que c'était juste une petite transition amusante ou pas, d'ailleurs, pas pour celui qui a pris le PV, je pense, pour dire que voilà, c'est un mouvement que le gouvernement n'arrive pas à éteindre.
parce que je pense qu'il est plus profond et au-delà de même ce que les Gilets jaunes ont conscience d'être eux-mêmes. Et je pense que c'est aussi ça qui fait les difficultés. Et de notre expérience à Rouen, enfin moi je suis militant aussi de la gauche révolutionnaire, j'étais pas obligatoirement sûr de ce qu'allait donner le mouvement, mais j'y ai quand même été à 7h du matin le 17 novembre. On avait les Bourges et les identitaires, et puis les Bourges le dimanche ils étaient déjà plus là, et les identitaires le lundi aussi ils sont partis. Et c'était un mouvement largement, on va dire, prolétaire, entre précaires. Moi sur mon rond-point c'était beaucoup d'agents de nettoyage, etc. Mais qui venaient faire le rond-point en allant bosser entre deux quand ils avaient 3 heures de mission à aller faire et qui revenaient, etc. Et j'imagine que c'était le vécu de beaucoup. Et ça montre un peu une difficulté, parce que c'était une fraction de la classe ouvrière qui n'avait pas nécessairement été là au moment de la lutte contre la loi travail en 2016 ou au moment d'autres luttes. Et le problème principal des Gilets jaunes, c'est qu'il est l'expression de cette fraction de la classe ouvrière. C'est ça qui a fait sa popularité, mais c'est ça aussi qui a fait la difficulté d'impliquer, on va dire, les travailleurs d'un statut, on va dire, un peu plus stable, les travailleurs des grandes entreprises, etc. Et il faut bien dire aussi, nous, les Gilets jaunes, on a eu du mal à formuler sur les salaires. Je ne sais pas vous, mais nous, ça a mis des semaines à se mettre d'accord sur... Il faut quand même parler du SMIC, il faut quand même critiquer les patrons, il faut quand même critiquer et tout ça, et pas simplement Macron et la fiscalité. Et ça a été une difficulté parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Nous, on a mené aussi bataille pour que les camarades syndicalistes et que les syndicats, parce que je comprends qu'on dénonce les directions des syndicats, mais je pense qu'en même temps, si on pouvait les obliger à appeler à des trucs, ça nous aide beaucoup quand même en général, et donc impliquer l'UD-CGT, la Fédération solidaire, etc. Et ça a été dur aussi. Mais là où on était le plus fort, à mon avis, c'était début janvier, quand on faisait des manifs où l'UD-CGT et Solidaire appelaient à la manifestation, eux aussi, parce que ça créait aussi des débats. Et ça posait le point fondamental qui reste, à mon avis, le point, et là-dessus je pense que le camarade sera d'accord, qui reste que, vu nos revendications, vu notre malaise, et vu notre slogan principal qui est Macron dégage, en face, il n'y a qu'un truc ça s'appelle grève générale. Et que par rapport à ça, c'est un truc extrêmement difficile, parce qu'on sait qu'on a dû le dire en 2016 pour la loi travail, on a dû le dire en 2010 lors de la question des retraites, et qu'on achoppe sur la difficulté à faire ça. Et là, ce qu'on n'a un peu pas réussi à faire, c'est qu'en même temps qu'on faisait les ronds-points, les actions des Gilets jaunes et tout ça, il n'y avait pas de grève dans les autres catégories qui n'auraient pas nécessairement fait les ronds-points, mais qui auraient peut-être plus facilement fait grève. Et je pense que dans ces cas, il faut aller vers les perspectives, parce que je ne voulais pas faire trop long, et que sinon j'aurais comme tout le monde plein d'anecdotes, de détails, ou importants ou pas importants à raconter, et que je ne suis pas non plus d'ailleurs mandaté pour quoi que ce soit là-dessus. Mais c'est qu'à la rentrée, on a une nouvelle salve d'attaque qui est la question des retraites. Et on sait que la question des retraites, ça tient à une perspective de société. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille jusqu'à la mort, ou qu'on travaille même plus d'ailleurs, ou est-ce que ça veut dire qu'on a une société dans laquelle on a la possibilité, à un moment donné, de passer le relais à la couche plus jeune et tout ça, et que derrière ça, tout le monde y est sensible à ça. Donc est-ce que nous, on va être capable, nous en tant que Gilets jaunes, et les camarades qui sont dans les syndicats, être capables d'unir tout ça et d'avancer vers une vraie lutte commune avec une vraie... Là, je sais pas, la CGT, ils ont proposé le 24 septembre. Est-ce que ça va être vraiment tenu ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce que ça peut aller vers un... Parce qu'on peut pas dire, on va être sur nos ronds-points. La camarade de Grenoble, la Marion, elle disait tout à l'heure, le 1er mai à Grenoble, il était très fort et tout. Et c'était le même cas chez nous, et j'imagine que c'était le cas dans plein d'endroits. Et je pense que pour plein de Gilets jaunes, c'est la première fois qu'ils faisaient un 1er mai.